Là, on est rendu début mai, puis on est à planter le jardin. Donc là, on a préparé beaucoup de semis. Là, on va les sortir à l'extérieur, on va les transplanter. Puis aussi, ça implique de préparer les blocs. Fait que là, il faut préparer les planches, mettre le compost, passer la grelinette. Pour les 3, 4, 5 prochaines semaines, là, planter le jardin, c'est le gros de notre travail. C'est comme un gros temps de l'année. C'est comme un gros coup à donner, puis après ça, les récoltes viennent d'un coup. C'est vraiment magique. Jean-Martin à l'équipe? 10-4. Annie-Claude, à toute l'équipe, on se prépare à aller aux implantations. Rejoignez-moi dans la pépinière, s'il vous plaît. Annie-Claude, c'est elle qui est responsable des implantations. C'est massif, là. Planter le jardin, c'est une des étapes les plus cruciales. C'est de là que tout part. Puis ça prend le relais sur le travail que Justine a fait, de tout préparer les semis dans la pépinière. Ça, c'est bon, hein? Ouais. Je trouve juste qu'ils n'ont pas bien germé, mais j'espère qu'on va en avoir assez. Mais sinon, c'est plus d'oignons. Ça fait 2 années que je suis à la ferme des 4 temps. Je m'occupe des implantations au champ. Tout ce qui est transplant ou semi-direct. Donc, j'ai la vision globale de ça. Je m'assure que ça soit fait. Puis, je coordonne les équipes quand on effectue finalement les travaux. Fait qu'il reste ceux-là puis ceux-là en backup. OK. On a vraiment une grosse journée de transplant. Donc, aujourd'hui, les oignons, en fait, nous quittent. Donc, c'est le départ pour le champ. Il était beau, en forme, il était prêt à y aller. Puis on veut éviter que ça jaunisse, ça. Donc, on est bien content de les voir partir quand ils sont prêts. Hi-ha! Combien de personnes ça prend pour mettre une remorque? Moi, je dirais au minimum 4-5, tu sais. Sur 12 fermiers, on est 8 filles, donc il faut être capable de faire ça sans les hommes. Good. Yeah, looks good. Yeah, don't understand. Yeah, you got it. You got it. Woo! Girl power. Je les aide pas parce qu'il faut qu'ils l'apprennent. C'est comme l'analogie que je dis souvent, tu sais, le coach au hockey, là, même quand l'équipe joue mal, lui, il peut pas mettre ses patins, là. C'est la game, c'est eux qui ajoutent. Mais regarde, ils ont réussi. Hey, make it happen, Ryan. So, Hannah, we want to start with this one. But like, yeah, this. On met des oignons jaunes de conservation. On fait pas beaucoup de légumes de conservation, juste quelques-uns vraiment pour pouvoir donner certains légumes dans les paniers. Mais sinon, ici, la marque de commerce, c'est vraiment plus la fraîcheur. Là, dans le fond, des carottes fraîches en décembre qu'on récolte directement dehors. Puis, ouais. Mais là, on commence en fait à... Il y a quelques blocs qui sont dédiés là, comme ça pour des légumes qu'on veut faire sécher puis avoir toute l'année. C'est sûr, j'aimerais ça dire que je suis triste de les voir partir, mais je le suis pas. Non, je suis contente qu'ils vivent leur vie à fond. Puis, dans le fond, ils sont là pour ça aussi. Donc, ils sont là vraiment... on a hâte de les transplanter. Souvent aussi, on a hâte de les voir partir parce qu'on a besoin de la place. Là. Il y a peut-être les tomates. Je sais pas pourquoi ça m'a fait un petit quelque chose, mais ils étaient tellement rendus grosses que c'était prêt à y aller aussi. Donc... Ça, c'est un truc. Apprendre à reculer avec un trailer, tout le monde passe par là. Une fois qu'on le sait, mais... On s'en va juste là. Si la ferme des 4 temps est si bien rodée, c'est parce que c'est un peu la deuxième version de ce que ma blonde et moi, on avait créé il y a 15 ans, au jardin de la Grelinette. La Grelinette, elle est à 1 heure de la ferme des 4 temps, et c'est là que j'habite avec ma famille. À 25 ans, j'ai démarré avec Maud Hélène. Les jardins de la Grelinette, c'est notre première ferme. C'est là que j'ai tout fait, mon apprentissage, tout le savoir-faire que j'ai développé. C'est ici qu'on l'a mis en œuvre pendant plusieurs années. Nuages! Oh oui! Ici, il y avait le clapier.
Donc là, éventuellement, on a rajouté un deuxième étage. Mais avant, c'était juste comme une grosse grange en métal. Puis là, il y avait comme 10 000 lapins qui vivaient là. Après ça, on a monté les serres, on a monté les planches permanentes, on a planté des arbres, des arbustes. On a créé tout cet univers-là. Pour moi, ici, c'est la base de tout ce que j'ai comme connaissance. Puis là, j'ai pris ça, puis je l'ai transposé à la ferme des Quatre-Temps, mais là, on a comme un peu explosé. La différence majeure entre la ferme des Quatre-Temps et ici, c'est que à la ferme des Quatre-Temps, on a fait ici x5. Comme ici, au Jardin de la Grelinette, c'est là, Maud Hélène et son équipe, ils vont nourrir 250 familles. À la ferme des Quatre-Temps, on va nourrir 2500 familles. Ces bâches-là, tu sais, ça a 10 ans, là, 11 ans. Ici, le sol, il est arrivé à maturité, tu sais, ça grouille d'insectes. De créer un sol vivant, ça prend du temps. Nourrir les vers de terre, les animaux de sol. Puis c'est ça qu'on veut créer à la ferme des Quatre-Temps aussi. Puis il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui sont dans cet esprit-là, tu sais. On est très, très mécanique. On n'est pas très biologique. Mais tu sais, biologique en termes de dans le sol. C'est quoi la petite histoire de la grelinette? Est-ce que tu t'en souviens? Je l'ai pas oublié. On cherchait longtemps pour un nom de ferme, puis on était à la Girondine avant, puis ça s'appelait les Jardins de la Girondine. Puis là, quand on est venu ici, on se creusait la tête. Là. On se disait, bien, on n'est plus à la Girondine, il faut changer de nom de ferme. Puis là, finalement, on a trouvé quelque chose qui rimait presque avec la Girondine. Les Jardins de la Grelinette, puis on se disait, waouh, c'est tellement thématique, c'est ce qui nous caractérise comme type d'agriculture. C'est le fait qu'on travaille le sol de façon très minime. Alors, la grelinette, c'est l'outil de gentillesse. Ça, la grelinette symbolise le non-travail du sol, travail manuel. Puis c'est un outil aussi qui est comme pas connu. Puis que... ouais. Bien, quand il y a eu la décision à prendre d'aller travailler à la ferme des Quatre-Temps, c'était tellement un gros projet que ça impliquait que c'était vraiment Maud Hélène qui était pour s'occuper à elle seule de la grelinette. Depuis être en charge, ça a été un gros ajustement au début parce que moi, je revenais ici, il y avait des choses que je faisais pas comme ça, mais là, c'est elle qui est en charge. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu le laisses aller. Je dirais peut-être que ça a même simplifié les choses, le fait qu'il y ait un seul patron ici maintenant. Elle a ajouté son style aussi, fait que oui, il y a eu un gros ajustement. Aujourd'hui, c'est cool. On se rencontre le soir, puis on se parle de chacun ce qu'on a fait de nouveau ou de nos défis. Tout ce qu'on voit, là, c'est vraiment Maud Hélène, son équipe. On a 2 employés, 2 stagiaires. Puis là, cette année, le jardin est super beau, super propre. C'est vraiment plus zen ici, c'est vraiment plus artisanal. Je pense que Maud Hélène aussi est vraiment plus comme ça. Les deux, on se complétait bien quand on travaillait ensemble. Ouais. La ferme des Quatre-Temps, c'est pas ça. En fait, on est vraiment hâtifs, nous. Dès là que avril termine, là, on rentre dans les jardins puis on plante pas mal tout le jardin. Okay, Hannah, do you mind to start this way? Yeah, because all the things are there. You want to? Yeah. Qu'est-ce que tu as oublié, Myrtha? Mais on a pris 2 grelinettes, pas 3. OK, dans le fond, veux-tu commencer à fertiliser? Oui, je peux faire ça. OK, good. Je pense que ça va être correct, 2 grelinettes. On prépare la terre pour les oignons de conservation qu'on va transplanter. Donc, c'est les étapes là, qu'on fait pour la plupart des cultures qu'on transplante. Donc, habituellement, on passe une grelinette. Après ça, on met de la fertilisation.
On utilise deux choses cette année. On utilise de l'actisol, qui est comme un fumier de poulet séché. Puis on utilise aussi de la farine de luzerne. Ça, c'est les vers de terre qui triplent là-dessus. Puis ça, je pense que ça fertilise aussi, puis ça active là, la vie du sol. Yeah, c'est bon. Ces grelinettes-là, il y a plusieurs modèles, sont vraiment lourdes. Donc, on n'a même pas besoin de donner un coup avant. C'est vraiment juste la planter légèrement. On monte dessus, puis on pèse finalement sur chaque côté sur ses côtés. On soulève la terre, finalement. Oui, ça la fait respirer, ça la décompacte aussi. C'est vraiment ça qui est important. C'est notre manière de travailler en profondeur le sol, sans le déranger. C'est vraiment ça, sa première fonction. Yeah, once you get going, you kind of just start to get in sync with the other person. Yeah, and for me, I find like you can get your efficiency in this kind of work when you get into a rhythm, and then you become kind of like yoga almost. You start breathing properly, and you start feeling like you're getting a bit of momentum. Lately, I've been thinking, you know, like, because it's such labor-intensive work, and you want to look after your body, because you don't want to cark it at like 60 and have a bad back from all the transplanting. It's really important to get fit for farming, as opposed to just thinking you'll get fit doing it, but the grillinette is a good way to get fit. Faire de la grelinette, c'est pas si difficile, non? Mais c'est sûr que, comme n'importe quoi, ça prend un moment, finalement, pour que ton corps s'habitue à travailler avec n'importe quel outil, je trouve. C'est sûr qu'au début, on découvre des nouveaux muscles quand on commence à... Surtout au printemps, là, quand la saison commence, on est comme « Ah, c'est vrai, ce muscle-là existait ». Annie-Claude, c'est une bonne gestionnaire de groupe, elle est planifiée, elle est méticuleuse, elle est organisée, puis elle est efficace. T'sais. Quand elle donne l'exemple, là, ça va vite. C'est une machine. C'est une machine. J'ai envie d'avoir ma propre ferme un jour. Je trouve que c'est un métier qui est vraiment riche. Tu as l'aspect de gestion, mais tu as aussi l'aspect d'être dehors, de travailler physiquement. Tu as l'aspect, justement, d'intégrer des employés, de leur apprendre. Tu as l'aspect humain, de rencontrer les gens à qui tu vends. Faut qu'elle pense toujours quelques semaines d'avance, qu'est-ce qui s'en vient. Préparer en amont les chantiers. Quand on fait 40 légumes différents, on peut pas improviser. Tu peux pas arriver à un moment donné et dire « OK, là, j'ai plein de laitue, où est-ce que j'y mets? » Tu sens qu'Annie-Claude est prête à avoir sa propre ferme. Oups, ça pourrait être tâté. Ici, là, c'était un terrain vierge, c'était une prairie. Là, il y avait une ferme laitière, puis il y avait le clapier ici. Fait que là, tu sais, quand on a acheté le terrain, on l'a délimité. Fait que tout ça, les arbustes, c'est tout nous qui les a plantés. T'sais, on est vraiment dans un stade de maturité de la ferme. Parce qu'ici, on a fait beaucoup de petits pas pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Puis ça a été un chantier pendant des années, là. C'est ça la beauté du projet, tu sais, de vivre en campagne puis de créer soi-même son propre univers. Le site qu'on a acheté, il est 4 hectares, mais il y a 3 hectares en forêt. Fait que la ferme, c'est moins d'1 hectare cultivé. Fait que c'est vraiment une micro-ferme. Puis quand les gens ont commencé à s'intéresser à notre modèle, il y a beaucoup de gens qui étaient très, très sceptiques. Combien d'agronomes français sont venus ici? Puis là, la première affaire qu'ils disaient, c'est tout? Je m'attendais à plus. C'est micro ici, on fait le tour, ça prend 2 minutes. Parce que dans leur tête, ça se peut pas, ça. Puis c'est là que j'ai l'idée de dire, OK, je pense que non seulement il faut que j'aille en parler, mais il faut que j'explique aux gens comment faire. C'est à ce moment-là que je me dis, je pense que je vais écrire un livre qui va décrire ma méthode de comment opérer une micro-ferme maraîchère qui va être rentable, qui va être écologique, qui va te permettre de démarrer un projet de vie. C'est ça,
Ben, pas pour vous, c'est pour la télé. J'ai pas envie que tout le monde voit que je vis dans une soie cochon. Quand je me suis assis pour écrire mon livre, ça m'a pris 1 an et demi à temps plein, de 8 heures à 5h30 à tous les jours, assis au bureau, à écrire. J'étais assis ici puis je faisais ça, là, tu sais, je gagnais pas d'argent, j'en perdais. J'avais aucune idée du monde de la littérature, du monde libraire, je connaissais pas ça, fait que j'en ai pris beaucoup sur mes épaules, de dire « OK, je prends une année sabbatique, j'écris un livre. » Maud Hélène, elle a dû s'occuper des enfants, s'occuper plus de la ferme, où est-ce que j'étais beaucoup moins disponible, où est-ce que j'étais vraiment focusé sur une chose. Tu sais, ma famille en a pris un coup, là, ça a passé proche de déraper souvent. Parce que moi, tu sais, pour réussir, il fallait que je sois totalement engagé dans mon projet. Elle a jamais été tentée d'aller travailler à la ferme des Quatre-Temps. Pour elle, elle cherchait pas des nouveaux défis. Et bien, tu sais. C'est magnifique qu'on puisse être un modèle puis qu'on participe à un beau mouvement, là. Ça, je savais pas, mais quand t'écris un livre, il faut que tu ailles en faire la promotion. Fait que là, j'ai commencé à en faire la promotion. Là, les gens aimaient ça. Puis là, quand le livre a sorti en anglais, ben là, ça a été une tournée en Nouvelle-Zélande, en Europe, aux États-Unis, partout. Beaucoup de gens disent que c'est le livre le plus influent en agriculture depuis longtemps. Ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier, là. Mon livre aux États-Unis a gagné le American Horticultural Society Book Award. Tu sais, moi, je suis un passionné des livres. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les auteurs, j'aime beaucoup les gens qui ont mis leurs idées sur papier. Puis quand j'ai su que mon livre avait gagné, ça, c'est quand même un gros honneur, là. Ça m'a vraiment... C'était touchant. C'est cool. C'est cool parce que ça a toute partie d'ici, tu sais. Une affaire fondamentale, c'est qu'on travaille en ce qu'on appelle en planche permanente. Habituellement, les maraîchers, ils vont avoir des grands champs, ils vont labourer, ils vont hercer, ils vont disquer, ils vont tout préparer leur sol, puis là, ils vont semer. Nous, on a fait des plates-bandes, ça, c'est comme des buttes, puis eux sont permanentes. Elles vont jamais être labourées, elles vont jamais être changées de place, elles sont toujours à la même place. Nous, ce qu'on veut, c'est développer un sol qui est super sain, qui est super beau. Puis un sol, c'est la maison des vers de terre. Puis quand tu passes ton rotoculteur, puis quand tu passes tes charrues, tu viens tout détruire leur maison. Fait que tu peux plus compter sur eux pour faire le travail. Donc, une planche devrait mesurer 30 pouces. C'est mélangeant un peu en agriculture. On parle en pouces, on parle en centimètres. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est comme le vieux leg. En tout cas, donc oui, une planche mesure 30 pouces. Tout est standard. Fait que pour nous, ça devient un langage, finalement. On peut se mettre à parler en planche. On fait une planche de ça. Il y a tant de bottes de carottes qui sortent d'une planche. Puis, étant donné que c'est toujours la même distance, bien, on finit par avoir des codes puis être capable de bien comprendre ce que ça implique, finalement, de chaque planche. Le 30 pouces, c'est intéressant aussi parce que ça permet qu'on puisse marcher d'une planche à l'autre sans être obligé de la contourner. Puis même, dans certains cas, on est capable de travailler par-dessus la planche. On est comme dans la crème. C'est fou, hein? On a le goût de se rouler dedans. C'est hot au bout. Malade. Bon. La crème? La crème, dans le sens que en haut, il y a tellement de roches qu'ici, t'arrives puis tu rentres ta main, c'est comme... Wow! Sensation incroyable. La technique pour planter l'oignon, ce que tu veux, c'est que tu veux que les racines soient quand même bien enterrées. C'est plus comment tu es positionné pour être capable de faire ça longtemps puis rapidement. Fait que, tu sais, il y a la position comme ça, accroupi. Puis après ça, c'est carrément de faire ça vite. Fait que là, on veut minimiser les gestes. Fait que moi, je vais me promener, je vais faire un trou, je rentre, je pousse, je passe à l'autre. Alice!
T'es-tu down? On fait une course, celui qui plante le plus vite? OK, je la laisse gagner. Mais elle a 15 ans de moins que moi. I like this technique because I can go a little bit faster. I step back and I can do 9 at a time. So I step back and it's better for my back. I can just set myself. And you have long legs. And I got long legs, so it's an I would advantage. have a hard time to be able to like this. Works, but But it's whatever works for you, right? Whatever technique works for you. This is good for me, I guess, because I got lots of flexibility and long legs. Myself, right now, and Ryan, we're planning our farm together, and the idea is we're going to start next year on our own farm and working with JM2. He's going to help us design and build it. It is really inspiring for us to see what's going on here and try to make it like this or even better, if we can. Sur une même planche, là, on va faire 2 à 3 semis différents. Fait que ce qui est en carotte va devenir en laitue, ce qui est en laitue va devenir en radis. Puis ça se fait de début avril à fin novembre. Donc, pour planifier tout ça bien, l'hiver, on fait un calendrier cultural où est-ce qu'on détermine à l'avance chaque légume, où ils vont aller, en quelle quantité. Ça, c'est un peu mon plan de match qui me dit exactement qu'est-ce que je vais planter où, dans quel bloc, puis par quoi c'est suivi. La planche, elle est utilisée plusieurs fois parce qu'on veut maximiser l'espace dans le jardin. C'est pour ça qu'on utilise la méthode bio-intensive, là, où est-ce que là, les légumes sont très, très collés les uns sur les autres, mais le temps aussi. Puis la façon de maximiser le temps, c'est d'avoir des légumes qui se suivent. Donc, quand la laitue est récoltée, là, le jour d'après, on plante des radis. Quand les radis sont récoltés, le jour d'après, on plante des fenouils. Mais les fenouils, si on veut les planter, là, il a fallu les partir 4 semaines avant. Fait que là, c'est pour ça que ça nous prend un calendrier qui nous permet de tout calculer ces choses-là. Puis c'est ça que Annie-Claude suit tout au long de la saison. On fonctionne par bloc. Chaque bloc a 10 planches. Donc ça nous permet aussi de pouvoir nommer les choses. Par exemple, en ce moment, on est dans le bloc S15. Ça veut dire sud, on est dans la partie sud, puis on est dans le bloc 15. Comme ça, on peut se donner des rendez-vous, se parler, puis on a aussi créé une carte avec tous nos jardins, puis on peut savoir quel légume est où à partir de cette carte-là. Donc c'est vraiment pratique. Donc ici... Ah, là. Oui, à l'écoute? On a un petit 45 minutes là, de spare avant de partir le truc pour le marché. Fait que as-tu besoin de 2 personnes? Oui, j'ai besoin de 2 personnes. Ouais, vous pouvez venir nous rejoindre. On est au S15. Enseigner, c'est apprendre. Et ça, quand on comprend ça, on le sait qu'il faut montrer aux autres, puis en le faisant, ça nous fait comprendre pourquoi on fait les choses. Puis ça, c'est vraiment important parce que la ferme ici, un des gros buts, c'est de former une nouvelle génération de jardiniers maraîchers pour qu'ils puissent aller développer leur propre ferme. Fait que c'est une bonne école pour ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai pas sur les caméras, là. Je veux savoir parce que je m'en vais là. Non, mais c'est pas si pire, c'est juste que Hannah a disparu. Ryan s'est retrouvé tout seul. Puis il allait tout croche dans les planches. Puis les planches sont toutes croches? Non, mais ça s'est replacé. Ça a juste été vraiment lent à démarrer, mettons. So? Tell me. Getting there. I like this one. Was that the last one? And I was out here by myself. Everybody left me. Okay, and when we needed people to... Well, I didn't know. I just had to figure it out by myself. That's all. It's all good. And you did. Got to get through it. The only best way to learn is to fucking fail a few times. Yeah. Okay, well. It's not so bad. Thank you. On l'a laissé à lui-même et il a été obligé de se démerder. Puis c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas parfait, mais il est là pour apprendre aussi, fait que... Non, c'est correct, c'est juste que moi, j'aime ça quand c'est ben fucking drette, tu sais.
Mais c'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, fait que peut-être que... Non, c'est tout croche. Non, je suis pas perfectionniste. C'est juste que les légumes, quand c'est croche, les légumes aiment moins ça. C'est ça. Puis là, ce matin, Ryan, il a appris que c'est ça. C'était pas si évident. Il savait pas, il l'avait jamais fait. C'est les premières planches que Ryan y bute. Puis, tu sais, pour une première fois, c'est super, mais il va pouvoir s'améliorer, là. Il est tout angoissé parce que là, j'ai dit que c'était pas parfait. Là. Il est comme, oh non. Correct. Claude, peux-tu aller jeter un œil sur Ryan pour voir s'il s'en sort mieux? Oui, j'ai reçu. Monsieur Legault vient d'arriver. Je vais aller le rejoindre à la serre. Tiens-moi au courant, OK? 10-4. On vient voir ta production de fraises, de serre. Ça, c'est Monsieur Legault, Paul Legault, qui est probablement le producteur de fraises qui fait les plus bonnes fraises au Québec. Puis aujourd'hui, il vient nous aider à continuer un peu dans sa démarche à lui, un peu à nous coacher à faire des fraises ici, à la ferme. Regardez que ça a l'air, ces fraises-là. Bon, mais ça a l'air... Oups, ça, c'est nouveau. Ouais, ça, c'est maladie, du blé, mais t'en as juste ici, c'est du blé, ça. OK. Mais là, il est trop tard, il est rentré dans la plante. OK. Elle est rendue rouge. Elle a comme germé dans les cellules de la feuille. Puis quand c'est rouge, il n'y a plus rien à faire, là. Il y a aucun... On peut pas intervenir. C'est vraiment localisé, là. Mais ça m'a bien poussé. Les fruits? Les fruits, ils sont pas gros. C'est la première fois qu'on fait des fraises. Puis on a décidé de prendre le relais un peu de ce que M. Legault a développé pendant 30 ans. Ouais, je l'ai fait pendant 35 ans, mais en champ, mais en serre, c'est ma 13e année. Ouais. Puis on a entendu parler de M. Legault à travers les restaurateurs avec qui on travaille. Il n'arrêtait pas de parler des fraises de M. Legault. Puis là, on a appris éventuellement qu'il prenait sa retraite, puis qu'il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui était pour prendre la relève de ce qu'il faisait. Fait que j'ai contacté M. Legault pour voir si nous, on pourrait pas essayer de prendre son savoir-faire puis continuer ce qu'il faisait ici. C'est pas une technique que j'ai inventée, parce qu'en Hollande, ça fait au-dessus de 20-25 ans qu'ils produisent 40 des fraises sur ce modèle-là. L'idée, c'est de ne pas avoir de maladie qui vient du sol, meilleure aération pour les fruits, puis le gros avantage, c'est la cueillette. Être à genoux, le cueilleur, au bout d'une heure, il n'a pas la même vitesse, tandis que là, il peut faire sa journée, puis il ne sera même pas fatigué. As-tu goûté? Oui, j'ai goûté. J'en veux une mûre, là, tu sais. Ouais. Quand même, là. Oui, mais... Parce que quand le climat n'est pas adéquat, ça change le goût. Quand il fait trop chaud, les sucres n'ont pas le temps de se rendre assez aux fruits. Fait qu'elle mûrit avant de compléter toute son accumulation de sucre. C'est pour ça qu'avec les concombres, c'est vraiment pas la bonne culture. L'erreur que j'ai faite, c'est que dans mon choix de mes cultures dans ma serre, j'ai mis les concombres avec les fraises. Puis les fraises, que Paul m'explique, c'est que pour qu'elles soient ultra sucrées, la température doit descendre la nuit. Puis les concombres, la nuit, plus c'est chaud, plus le concombre produit. Fait que c'est l'inverse. C'est ça. Il aurait fallu que je mette mes primeurs avec les fraises, que je vais faire l'année prochaine. Mais bon, celle-là, je l'ai échappée. C'était quand même une pas pire erreur. Mais... Ben, bon, ça, on a fait toutes des erreurs. Ouais, c'est ça. Mais quand même, je goûte, c'est quand même bon, là. Oui. Maintenant, si tu compares ça à l'américaine, c'est autre chose. Ouais. Le fruit tomate, je t'en amène qu'un casseau, là, des miennes. T'aurais vraiment vu la différence. Moi, j'aime ça. Quand on les cueille, il y a une manière de savoir qu'elle a atteint son sucre maximal. Là, j'en trouve pas, là. Ils sont vraiment pas assez mûrs, là. Celle-là? Quand tu as les sépales qui se séparent. OK, les sépales, c'est les petites feuilles vertes qu'on voit ici. Oui. Là, elle atteint le maximum de sucre. Mettons une comme celle-là ici, où tu vois qu'elle
ils sont un peu abaissés sur la fraise. OK. Puis quand je les récolte, Paul, là, je les mets dans des chopines. Les chopines, ça dépend comment tu veux les vendre. Tu peux les vendre... on va remettre mes lunettes, donc ils sont au début. Ouais. C'est 8 et 15. 8 et 15 la livre. Oui. Ça, tu vends pas en bas de ça. Nous autres, on a fait nos coûts de production, puis on a un coût de production assez bas. Puis là, on est début mai. Oui. Combien de temps que je vais les récolter? Normalement, cette variété-là, c'est autour de 6 semaines. 6 semaines de récolte. Ouais, à peu près 6 Puis semaines. c'est quoi ma variété encore? Ça, c'est la Dor Select, celle-là. La Dor Select que j'ai pris parce qu'elle est bonne. C'est parce que nous autres, on l'a sélectionné pour le goût, parce que notre premier critère dans tout ce qu'on fait, c'est le goût. Monsieur Legault, lui, il se distinguait parce que ce qu'il a voulu faire, c'est des fraises qui sont extraordinaires à manger. Puis nous, à la ferme des 4 temps, c'est plus ça. Notre idée, notre philosophie, puis les chefs avec qui on travaille, c'est ça aussi. Fait que... Bien, c'est ça, les chefs, c'est ça qu'ils recherchent aussi. Ouais. Comme je t'ai expliqué au début, si tu as une fraise sur le marché qui ressemble à la tienne, l'intérêt, il ne sera pas effrayant. Là. Mais si c'est supérieur, ils vont se l'arracher. Moi, je n'ai jamais été capable de fournir mes restaurateurs. Danny, pour Ryan, est-ce que je viens te chercher pour aller aux poules? Oui, Danny, I'm in S19. Fait qu'on s'en va voir les poules. Les poules sont maintenant dehors, c'est le printemps. Elles ont passé l'hiver dans la serre. Puis là, on s'en va faire la récolte des œufs. Présentement, on a 525 poulets sur la ferme. Ça, c'est les poules. C'est les poules. Allez. Yep. Chickens, they love you, Ryan. Les poules, je pense qu'ils nous picossent parce que... par curiosité, mais j'ai pas trouvé c'est quoi la vraie raison, mais... J'ai essayé plein de choses pour pas qu'elles nous picossent, puis c'est un peu sans espoir, là. Sur la ferme, on a des poules qui sont en pâturage libre. Donc, elles se promènent sur l'herbe comme elles veulent. Elles sont entourées d'une clôture. Puis, on a fait construire des poulaillers mobiles. Donc, c'est là qu'elles vont dormir le soir et c'est là qu'elles pondent leurs œufs. Puis, le poulailler est sur roue, donc il peut être déplacé à l'intérieur de leur clôture. On les déplace parce qu'elles sont plus souvent qu'autrement près du poulailler. Donc, tous leurs engrais, toutes les crottes de poule vont se retrouver principalement à un même endroit. Donc là, on va les déplacer. Comme ça, on va fertiliser également tout l'espace ici. Nos poules ici, en pâturage libre, elles mangent de l'herbe, elles mangent des vers. Ça, c'est la meilleure nourriture qu'une poule peut manger. Ça fait un œuf rempli de vitamines qu'ils n'ont pas si elles mangent seulement du maïs. Yeah, it's fun. The chickens are fun. They like to, I think they like to protect their eggs. They always jump up when we're trying to take them, and they like to peck at your legs as well. So it's a little chaotic when you're doing it because there's so much noise and they're all over you. So you got to try to focus on making sure you're being careful and grabbing what you need to. C'est important de... Ce groupe de poules est rendu fou. Autant que j'aime les poules, autant que je les trouve pas mal niaiseuses. C'est comme, j'ai jamais réussi à leur apprendre quoi que ce soit. Tu sais, l'idée, là, c'est que tu veux vraiment pas qu'elles se mettent à picosser leurs œufs. S'ils picossent leurs œufs, ils brisent leurs œufs. Puis là, s'il y en a une qui le fait, les autres commencent à le faire. I think they're pretty simple-minded. They got a small brain, right? So they're a pretty basic animal. You can see they have some sort of natural instincts, though. You know, they know we're taking their eggs. I feel like they almost try to sabotage you when you're taking them. You saw them try to break the eggs we were taking, you know? C'est très simple. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Ryan. Ça me permet de pas dire qu'ils sont stupides, tu sais. De dire qu'ils sont simples. L'an passé, c'est moi qui s'occupais des poules. Puis là, cette année, je te donne le flambeau, Ryan. Fait que c'est toi qui vas t'occuper des œufs, t'assurer que les petites poules vont bien. Good with that? I'm okay, yeah? You okay? Merci, Danny. I'm glad you do it this year, bro. Pass the torch. Yeah. Oh, here's the torch. Here's the Pee-wee torch.
I'm very excited. So I got the opportunity to be responsible for putting all the egg orders together, taking care of the eggs, and getting the distribution side. I have an interest already in learning more about the animals, so I've started working with the others who are taking care of the animals. So I want to understand the whole picture. Dani, est-ce que tu sais, il est où Jean-Martin? Je pense qu'il est encore avec M. Legault dans la serre des fraises. OK, merci. Je vais le mettre à l'entrée, puis... On peut le mettre comme ça ici. Là, t'as pris 3 barquettes. Ouais, t'en as un autre, d'une livre. Ben là, tu sais, on filme, mais en même temps, moi, il faut que j'en profite. Là. Lui, il est là pour me le montrer. Là. Je veux le savoir, tu sais. Cette semaine, le crew, on va le faire. Fait que là, j'ai besoin d'avoir une méthode, là. OK. Mais c'est pas tellement compliqué. Nous, la manière qu'on fonctionne, on les vend dans ces caissettes-là, dans ces boîtes-là. On met un essuie-tout. OK. Dans chaque compartiment. OK. Pour pas la meurtrir. Oui. Ah, puis t'en déposes directement là-dedans? Oui, oui. On les touche une fois. Vu que cette fraise-là est mûre, faut pas te mettre plus que 2 fraises d'épais. Peut-être 3, mais c'est forcé en note. Parce que le poids va faire meurtrir les autres en dessous. OK, 2 à 3 fraises de hauteur. De hauteur, jamais plus. Là. Tes cueilleurs, ils ont-tu le droit de manger des fraises? C'est ma femme. Elle va y goûter, puis elle dit sont prêtes. Même si ça en mange 10-20, c'est elle la bosse. C'est elle la bosse. Mais c'est bon, crème? T'sais, pour une première année, je suis satisfait. Ça me donne le goût de me préparer bien pour l'année prochaine. Puis, t'sais, à chaque fois que M. Legault vient, bien, il nous raconte, il parle. Moi, j'enregistre. C'est quand même un bon départ. Ouais. Parce que quand il est parti, moi, c'était plus laid que ça. J'avais pas personne pour me guider. Ouais. On l'expérimentait. C'est quand même bien parti. Juste que petits ajustements là, que tu vas pouvoir faire. Je te rejoins à la serre numéro 1 pour la récolte de fraises. Parfait, je te rejoins là-bas. 4, mon vieux. Merci. Ce que je vais vouloir faire, c'est leur montrer les fraises que je veux et que je veux pas. Puis Danny, lui, il va dispatcher comment il veut que ça soit récolté. Là-dedans, là, ça, c'est pas prêt. Elle serait bonne. Ce qu'on veut, là, c'est qu'elle commence à être molle un peu. Idéalement, elle est vraiment toute rouge. Comme celle-là est pas prête. OK. Juste pour cette fois-ci, la consigne qu'on va donner, c'est si vous n'êtes pas sûr, prenez-la pas. Probablement qu'éventuellement, ça va être le contraire. Si vous n'êtes pas sûr, prenez-la. Mais là, je veux que le monde y goûte. C'est vraiment la fraise là, qui est en confiture ou presque. Puis s'il y en a qui sont piqués par des insectes, on va les mettre dans le casseau qu'on jette. Ou sinon, vous pouvez les manger aussi. Est-ce qu'il y a des fraises qui sont trop mûres et qu'on peut pas mettre dans le... T'es manges. Celle-là, t'es manges. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on manipule la fraise juste une fois. Ouais, fait qu'on la prend, on la met dedans, on les touche plus jamais. Là, c'est déjà notre 3e récolte. On a sorti, je pense, environ 200 livres de fraises dans 4 gouttières. C'est beaucoup, mais elles sont longues à mûrir parce qu'il n'y a pas de soleil. Là, c'est la première journée de soleil depuis 2 semaines. Là, notre marché est demain. T'sais, idéalement, ça aurait été comme on leur a donné une journée de soleil aujourd'hui, mais là, ça urge un peu qu'on aille du stock au marché. Mais elles sont bonnes pareil, hein? Mm-hmm. Elles sont vraiment bonnes, les fraises. Dani, t'en manges plus que t'en récoltes? J'essaie d'arrêter. J'essaie d'arrêter. Je me dis, j'ai le droit d'en manger une à chaque 2 barquettes. Ce qui est bien avec ce qu'on fait ici, c'est qu'en début mai, on a des fraises au marché. Quand personne en a, tu sais. Mais les fraises du Québec, ça commence en juin. Fait que là, on a vraiment 3 semaines d'avance. C'est comme la même chose avec les primeurs. Quand les gens commencent à avoir des fraises, les prix diminuent. Puis là, c'est moins intéressant de les produire. Mais quand tu réussis à les faire en primeur, bien, t'as le plein prix pour, puis ça fidélise les clients. Un casseau de fraises comme ça, présentement, ça se vend 8 $ au marché. C'est 1 livre. Considérant tout le travail qui est mis pour les récolter puis qui a été mis pour les installer, c'est vraiment ça que ça vaut 8 $ pour un casseau. Les gens qui me disent c'est cher, là, Attends, ouais.
Moi, je leur dis, ben si c'est des bas prix que tu veux, t'es pas à bonne place. Si tu veux des produits bio, faits bien, récoltés de quelqu'un qui n'est pas underpaid, ça vaut la peine d'investir l'argent. Les fraises, dans les fruits et légumes, c'est le produit qui a le plus de pesticides dessus en conventionnel. Fait que dans ce cas-là, ce serait un des produits qu'il faudrait acheter en bio par rapport à d'autres. Moi, je pense qu'il faudrait tout acheter en bio, mais la fraise, ce serait comme la priorité. Quand le temps des fraises tire à sa fin, il faut déjà préparer les plans pour l'an prochain. J'ai demandé à Écomestibles de s'en occuper. C'est des amis, c'est des avant-gardistes, sont compétents. C'est eux qui vont être mandatés de préparer le prochain semis. Dans le fond, je présente mon collègue Alexandre Gertin, qui est ici architecte paysagiste. Dans le fond, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble à la ferme, puis là, depuis dernièrement, Alexandre a joint dans l'actionnariat des comestibles, et qu'on est maintenant partenaires. C'est Alexandre qui a comme ramassé le projet des fraises. Fait que là, en ce moment, on est en production. Fait que ce qu'on prépare, c'est les plants qui vont aller dans la serre l'année prochaine. Fait que ça, dans le fond, c'est des plants qu'on a commandés. Ils viennent déjà tout de suite en espèce de petits paquets comme ça. Ça, c'est un plant de fraises, dans le fond. Ça, ici, là, c'est un plant de fraises. Ils ont été produits l'an dernier. Ils ont été mis au congélateur tout l'hiver. Puis jusqu'à samedi, ils étaient encore à -1 degré Celsius en dormance dans un congélateur. Fait qu'eux, c'est comme si leur printemps, là, il n'est pas encore arrivé. Fait qu'ils sont encore à comme ils étaient à l'hiver de la fin de leur première année de croissance. Fait que là, nous, on les plante pour que cette année, on puisse les laisser 1 an en pépinière pour pas qu'ils fassent de la production, mais juste qu'ils grossissent puis qu'ils storent de l'énergie dans leurs racines. Pour qu'après ça, on les amène au réfrigérateur pour qu'ils passent l'hiver au réfrigérateur, puis qu'on les sorte plus tôt pour les forcer dans la serre à produire plus tôt. Nous, la production qu'on a ici de la ferme, ça vient de M. Paul Legault. Fait que ici, pour planter, nous, on utilise un outil que c'est lui qui a fait faire, dans le fond, qui est tout en stainless. Puis c'est tout doux, dans le fond, pour pas maganer les racines. Puis j'utilise l'outil pour vraiment aller mettre les racines au fond. Pour que les racines, dans le fond, en partant du plant, ils descendent tout de suite vers le fond du bac. Puis après ça, ils viennent comme se coucher. Fait que ça, c'est l'outil de M. Legault. Si j'en avais 300 à planter pour faire... Je sais pas pourquoi je planterais ça en jardinière chez nous, là. Mais mettons que je voudrais le faire comme ça, je pourrais le faire à même, ça reviendra même. C'est juste, c'est beaucoup plus long. Puis une fois que tu en plantes 3000 de même, tu vas voir, tu vas vraiment... Là, je parle vraiment de problèmes d'horticulteur, là. Mais quand tu en plantes vraiment beaucoup, tu vas voir les racines dans le fond des ongles qui vont commencer à déchausser. Puis tu peux faire des maladies fongiques dans le fond ici. Ça fait longtemps que je travaille en pépinière, fait que il y a des avantages à avoir des outils comme ça. Faire les planches, ça peut sembler simple, mais c'est pas si évident, surtout les premières fois. Quand on n'a jamais utilisé ce que tout le monde appelle ici le rotoculteur, qui est en fait un motoculteur qu'on équipe avec différents outils. Fait que j'ai demandé à Annie-Claude de montrer aux nouveaux comment dresser les planches en utilisant le motoculteur. Puis c'est pas si évident, mais à force de se pratiquer, ils vont y arriver. L'instrument qui est attaché ici au rotoculteur, c'est une herse rotative. Le travail que ça fait, c'est vraiment en surface. Puis au lieu de tourner dans ce sens-là, ça tourne dans ce sens-là. Donc c'est intéressant parce que ça ne brise pas la structure du sol. Il a tendance à vouloir planter d'un bord ou de l'autre. Ouais. Fait qu'il ne faut pas hésiter à arrêter, te replacer, changer de bord. Moi, je sais qu'il y a un côté que je suis plus capable de le ramener que l'autre. Ouais. Ici, tu peux le lever un peu comme ça pour aider. Puis, tu sais, c'est pas ton dos qui force, c'est vraiment tout ton poids, ton corps qui permet de le lever. T'sais, sinon, tu peux vraiment te faire mal au dos parce que c'est vraiment lourd. Ça, c'est ton train d'urgence. Si tu es mal prise, lâche-les, c'est pas grave, il va s'éteindre. What else? En maraîchage, je trouve que l'apprentissage, c'est jamais terminé. Cette année, on a accueilli environ 2/3 de l'équipe pour leur première année à la ferme des 4 temps. Donc, c'est toutes des gens qui avaient de l'expérience, mais à différents niveaux. Puis, donc, c'est vraiment un aspect qui est intéressant du travail, finalement. C'est aussi de prendre le temps de montrer à utiliser les différents outils, de prendre le temps de l'expliquer aux gens. Puis, comme équipe aussi, ça nous rend de plus en plus rapide, de plus en plus fort puis résilient.
pas comme ça, là. Non. Donc, on suit comme ça. Puis là, tu repars. Learning! Ben, c'est la deuxième fois que je fais le BCS. L'année passée, c'était Annie, même chose, qui m'a montré tout. Mais je ne me souviens pas tout. Donc, c'est vraiment comme un exercice. Regarde. C'est un peu comme ça. C'est sa première fois de l'année. Elle en avait juste touché un peu l'année passée. Ouais. Donc, c'est vraiment... pour une première fois, c'est vraiment bon. Mais c'est drôle parce que quand tu peux voir Annie faire ça, c'est comme zen moment. Elle marche comme... J'ai l'air zen. Elle fait tellement plein. Je pense que toi, tu es comme... Moi, ça a pris comme triple temps pour faire 2 planches. Annie est une bonne prof pour tous les trucs de chambre, pour tout, en fait. Parce que tu as toujours la calme pour expliquer. Et ça, c'est important. Même si on a besoin d'avancer, on a une fois être efficace et tout ça, c'est vraiment cool d'avoir l'espace pour apprendre. Quelqu'un a vu Jean-Martin, je le cherche. Viens ici avec moi, on est dans l'affaire 1, on récolte des fraises encore. Je pense pas qu'on va être Monsieur Legault du jour au lendemain, là. Parce que là, tout le monde compare avec celle de Monsieur Legault. Ils vont dire « Ah oui, ils ne sont pas aussi bonnes que celles de Monsieur Legault. » Je dis « Oui, mais Monsieur Legault, ça fait 40 ans qu'il fait des fraises, 30 ans. » Bon, moi, j'ai eu un commentaire hier sur nos fraises. Je les ai envoyées chez Joe Beef. Puis Marco, qui est un chef avec qui on collabore, il m'a dit « Ils sont pas très sucrés. » Fuck. Ben, c'est moi qui ai fait la livraison dans le resto, donc j'ai livré. Le premier stop, c'était chez Marco, et j'ai livré comme 10 livres de fraises. Il était tout excité. La box, c'était comme... On a ouvert la box, c'était... Perfume of strawberries, c'était vraiment bon. Et moi, j'ai dit, ben ça, c'est le premier batch de fraises qu'on a. On n'avait pas beaucoup de soleil. Pour moi, elles sont pas encore top. Donc là, j'ai expliqué que faut avoir confiance. Mais on verra. Moi, j'ai confiance qu'il fait une deuxième commande la semaine prochaine, s'il y a le soleil. Il va y avoir le soleil, Myrtha. Oui? Oui. Good. Mais il faut mettre la bonne musique de soleil. Peut-être ça aide. Calling all troops. C'est l'heure du meeting. Le meeting qu'on fait une fois par semaine, qui est le jeudi, c'est un meeting qui est très important dans la dynamique d'équipe. C'est un espace où on va, premièrement, prendre le temps d'écouter tout le monde. Donc, tout le monde va avoir un moment de parole où il va dire, premièrement, comment il se sent. Ça l'aide aux autres à comprendre. C'est n'importe quoi, toutes les frustrations qu'on peut avoir, parce que c'est une dynamique de groupe ici, il y a un espace puis un moment pour adresser ça devant tout le monde. Ça peut être une bonne idée de commencer à dire sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous sentez. Puis si c'est pas 10, ben qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ça soit un 10? Fait que moi, je me sens un gros 9. Vraiment content de la chaleur, content du crew. Je trouve que ça roule. C'est tellement beau le jardin, comment il se déploie. En fait, je vais mettre un 8 parce que je suis quand même troublé par le fait qu'on n'a pas assez de légumes pour toute la demande qui est générée en ce moment, là. Il y a vraiment un gros buzz. Notre métier, nous, c'est d'être tête, c'est d'assurer, c'est d'avoir de la qualité, puis d'être fiable. C'est ça qui fait qu'on est des super maraîchers, là. Pas juste des maraîchers qui font un peu whatever. Moi, je peux y aller. Mais moi, c'est simple. Je pense que je suis à un 9 sur 10 aussi, mais je saurais pas dire pourquoi pas 10, mais je trouve que c'est trop extrême de dire 10. Regarde, hier, j'ai été comme juste trop impressionnée par l'ampleur de ce qu'on a pu faire en équipe. On a transplanté comme 25 planches. Non, c'est ça, moi non plus. Mais des petites choses super denses, puis ça a été super vite. Puis là, tout irrigué à la fin, vraiment, c'était motivant. Je dirais un 9 sur 10. Une des choses qui me fait tellement du bien, c'est de sentir des fleurs. Là. Sur notre terrain, on a des lilas, on a des pommiers, on a un arbre inconnu qui fleurit genre rose pétant. Je capote, je sors, puis genre le soir ou le matin, puis j'ai des effluves qui... C'est comme plein de souvenirs, ces odeurs-là, pour moi. Je me sens tellement à l'aise ici. Je suis reconnaissant pour notre maison et toute l'abondance de nourriture fraîche. You understand it? Yep, super. So me
I'm really trying hard to learn French. So every time we have this meeting every week, the night before, I really sit down and think about how I feel. And then I write it in English, and then I translate it into French. J'apprécie vraiment la campagne, countryside. J'appréciais vraiment le paysage, les femmes, les animaux et le sentiment de la petite ville. C'est fini! Quand Ryan Ginger a pris le temps d'écrire son texte en français puis de nous le lire à toute l'équipe, c'était vraiment un beau moment, là. Premièrement, ça témoigne d'une appréciation pour le français, mais aussi pour l'équipe, tu sais, d'avoir pris le temps de penser à ça puis de nous communiquer. C'est vraiment un beau moment. Puis c'est ça, il est en train de se créer une belle synergie entre tous eux. Tu sais, moi, un peu, d'être le grand frère, tu sais, puis de regarder ça, je trouve ça tellement beau. Ça me donnerait envie de faire partie, d'être un des membres du crew. Tu sais, j'ai comme un rôle un peu différent, plus de mentor, mais ils sont vraiment chanceux, puis ils sont vraiment beaux dans ce qu'ils sont. En fait, moi, je les adore.